plateau il y a quelques semaines, comme nous avions eu la chance de vous avoir aussi durant la soirée géopolitique profonde le 1er mars. Vous étiez venu, mon cher Thierry. Je rappelle, Thierry Messant, Réseau Voltaire, on n'a pas vraiment besoin de vous présenter. On a en plus des internautes qui vous connaissent bien et qui vous apprécient, bien évidemment. Rappelez quand même l'essentiel, c'est-à-dire vos ouvrages qui ont fait beaucoup parler de vous, évidemment, et très vite. L'effroyable imposture, il y a plusieurs tomes. Évidemment, septembre 2001, l'effroyable imposture, c'est le premier livre, c'est le premier très gros pavé, et qui est un pavé, entre autres, dans la mare, mais qui, évidemment, est la base d'une construction, d'une compréhension du monde que vous donnez, qui n'appartient qu'à vous, qui est parfois totalement, même pour des chauves comme moi, totalement décoiffante. Et je vous remercie déjà d'avoir ce courage, au nom de tous nos internautes, de dire des choses qui ne sont pas dites en général, en tout cas pas par le narratif officiel. J'aurais aimé dans cette matinale évoquer par rapport, et je conseille vraiment, surtout que c'est un accès libre à nos internautes, vos articles du réseau Voltaire, qui m'ont inspiré d'ailleurs dans le descriptif de cette matinale, puisque vous êtes notre invité principal dans cette matinale de géopolitique profonde. C'est deux grands thèmes. Le thème de comprendre, d'essayer de comprendre finalement la politique qui paraît soit brouillonne, soit de gesticulation de Donald Trump sur la scène internationale, et dont vous expliquez qu'éventuellement elle pourrait avoir une cause liée à des problèmes économiques et financiers. Oui. Et ça, vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et puis, j'aimerais ensuite qu'on parle aussi, parce que vous connaissez bien le sujet, parce que vous avez conseillé d'ailleurs un président de ce pays. J'en ai un peu de l'Iran. J'en ai conseillé plusieurs. Vous en avez conseillé plusieurs, dont un président iranien. Donc, vous connaissez bien le sujet de l'Iran. Voilà. Oui. Donc, ça serait le deuxième thème. Mais déjà, si vous voulez bien, Thierry Messant, nous donner votre analyse de cette diplomatie à la hache, à la tronçonneuse, si on voulait parler de Milley et de Musk actuelle. Oui, je pense que Donald Trump a hérité d'un pays qui est en fait au bord de la faillite. Oui. En France, nous avons 3 000 milliards de dettes, mais les États-Unis en ont 34 000 milliards. Donc, 10 fois plus, 11 fois plus. 11 fois plus, c'est quelque chose que personne ne peut payer. Donc, en soi, ça n'est pas grave si on ne leur demande pas de rembourser tout de suite. Mais avec les sanctions, c'est en fait des mesures coercitives qu'ils ont prises pendant l'affrontement en Ukraine, ils ont eux-mêmes restreint l'usage du dollar, puisque la Russie n'a plus accès au dollar et que la Chine y a un moins grand accès. Donc en fait, la manière dont on utilise le dollar, en quelques années, ça a diminué d'un tiers. Bon, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour que les créanciers des États-Unis ne leur demandent pas de payer. Et s'ils demandent ça, les États-Unis s'effondreront exactement comme l'Union soviétique s'est effondrée. Il n'y avait pas d'autre raison à l'effondrement de l'Union soviétique. Alors bien sûr, la situation est différente parce que en Union soviétique, plus rien ne fonctionnait. Donc quand ça s'est effondré, il n'y avait plus d'économie, plus du tout. Tandis qu'aux États-Unis, on continue à fabriquer des armes. Mais plus rien d'autre, parce qu'il y a plus d'électroménagers, par exemple, qu'on fabrique aux États-Unis. Donc, si ils doivent passer à la caisse, ils seront brutalement ruinés. Ça sera comme la crise de 1929. Oui. Donc, le programme de Donald Trump, c'est de prévenir cet effondrement. Et pour ça, il doit trouver des ressources là où il n'y en a pas. Donc, ce qu'il fait, c'est créer des droits de douane et il donne cette impression d'être ici et là, de faire une chose et son contraire. Oui. Parce qu'en fait, il a besoin d'empêcher les gens de comprendre ce qu'il fait.
Alors, il y a une chose très importante qu'il fait, c'est de diminuer les dépenses de l'État fédéral. Donc, il transfère aux États fédérés certaines compétences et surtout, il démantèle des agences de l'État. Et ça Ouais, en très grand nombre. Il a déjà licencié plusieurs dizaines de milliers de de fonctionnaires. fonctionnaires, ouais. Au travers le Doge de Musk. Absolument, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il a une telle insistance sur le Doge de Musk, parce qu'il faut absolument réduire les dépenses de l'État. Et ces dépenses de l'État, ça va avec la conception euh, impériale de l'État fédéral qu'ont eu les présidents précédents. Donc, si lui veut supprimer ces dépenses fédérales, il doit en finir avec l'impérialisme des États-Unis. Et cette dénonciation de l'impérialisme des États-Unis, c'était déjà à son programme lors de son premier mandat, Mandat. même s'il n'y avait pas à l'époque d'urgence pour payer les dettes. Mais là, vous savez, au début de son premier mandat, il avait exclu le chef d'état-major et le directeur de la CIA de leur siège permanent au Conseil de sécurité. Bon, ça avait provoqué un scandale, ça avait duré 15 jours en fait, Oui, il hein. était obligé de revenir en arrière. Oui. Il était obligé de revenir en arrière. Mais là, cette fois-ci, c'est clairement son objectif. Et c'est pour ça que vous assistez là en ce moment à ces réunions à Paris et à Londres pour savoir ce qu'on va faire vis-à-vis de l'Ukraine. Parce qu'en fait, il l'a dit, l'Ukraine, c'est fini pour lui. Et demain, il va fermer aussi le robinet pour les dépenses autour de l'Iran, qui sont aussi importantes, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de dépenses autour de l'Iran. Oui. Donc, quand il aura coupé ces deux robinets, il va annoncer qu'il se retire en fait, pas du commandement intégré, mais du SACEUR, du commandement suprême de l'OTAN. Puisque l'OTAN, c'est un puits sans fond pour les États-Unis, hein. Ça coûte des sommes astronomiques. Et ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, il l'a confirmé il y a quelques jours au secrétaire général de l'OTAN qui est venu le voir à Washington. Mhm. Donc, les États-Unis vont devenir toujours membres de l'Alliance Atlantique, mais ils ne vont plus jouer de rôle prépondérant dans l'OTAN. D'où cette angoisse de tous les Européens, qu'est-ce qu'on va devenir? Et les ambitions de la France et du Royaume-Uni, on va Ouais. peut-être remplacer les États-Unis. Peut-être, mais en fait, c'est totalement impossible. La France et le Royaume-Uni n'ont absolument pas l'armée nécessaire pour pouvoir remplacer les, Les les États-Unis au sein de États-Unis. l'OTAN. Allez. Oui. Donc là, nous avons affaire en ce moment à un poker menteur des principaux États du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais tout ça est fini. Vous devez vous le mettre en tête, hein. Tout ça est fini. Les grandes déclarations, ce que M. Macron dit nous sommes en guerre, tout ça, c'est fini demain matin, hein, parce qu'on ne peut pas être en guerre tout seul. Ça ne tient pas la route. Oui. Mais néanmoins, vous notez dans votre analyse justement le fait que les Anglais et les Français sont en concurrence, en fait, en quelque sorte. Ils Oui, s'imaginent, voilà, prendre la. Mais au sein de l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui est visée, en tout cas par Macron. Lui, ce qu'il souhaite, c'est pouvoir régner sur cet ensemble européen. c'est plus que l'Union européenne, puisqu'on fait rentrer le Royaume-Uni dedans. Oui, plus le Canada, plus la Mais oui, Turquie. Oui, oui, oui. oui, c'est plus que l'Union européenne. Oui, c'est.
Et bon, Ce qui resterait de l'Occident. oui, et Donald Trump Australie, Nouvelle-Zélande. a réuni le mois dernier les banquiers centraux Ouais. euh, dans sa résidence de Mar-a-Lago, et il leur a dit, voilà, on ne peut plus payer. Donc vous allez payer à notre place. c'est, c'est assez surprenant, mais conservez bien l'esprit que Il semblerait Don- même qu'il ait dit vous ne sortirez pas de cette pièce tant qu'on n'aura pas trouvé un accord sur le dollar, c'est ça? absolument, absolument. Ça c'est les Échos qui a raconté ça, hein. Je n'invente rien, tout ça a été publié. Mais il y a très peu d'articles pour le moment en France sur ce sujet. C'est Ouais. surtout aux États-Unis. Mais en fait, Donald Trump est quelqu'un qui a déjà personnellement fait faillite. Et Oui, c'est vrai. il a surmonté sa faillite en allant voir ses banquiers et en leur disant, écoutez, si vous demandez le remboursement immédiat de ce que je vous dois, ça va vous coûter plus cher que si vous me prêtez un peu plus d'argent pour me relancer. Voilà. Et voilà, il a réussi à convaincre ses banquiers. Donc la faillite n'a pas été prononcée, même si elle était là, et il a pu rebondir. Et c'est cette méthode qu'il choisit avec ses alliés. Donc il a dit à ses alliés, vous allez convertir vos bons du Trésor en coupon zéro. Ça, c'est l'escroquerie la plus inimaginable que l'on puisse penser. Donc, il a demandé aux banquiers centraux d'acheter des coupons euh, qui ne seront pas remboursés avant 100 ans et qui ne rapporteront rien. Bon, les bons du Trésor, vous avez des intérêts dessus. Mais les coupons zéro, c'est 0% d'intérêt. Et ça Bien, pour bah, un siècle. Donc, et à quelle hauteur? On a déjà un peu des masses ah financières. non, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Mais donc, Madame Lagarde a dit évidemment qu'elle n'était pas d'accord et il lui a dit, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne payez pas pour nous, c'est tout l'Occident qui va s'effondrer. C'est la stratégie, vous savez Thierry, ça me fait penser à la stratégie de Bernard Tapie avec le Crédit Lyonnais qui avait longtemps Oui, fonctionné, qui oui, était, et qui il y avait une boutade, il y a une bonne blague toujours, vous savez que vous connaissez nécessairement sur ce sujet. Lorsque vous devez 1000 euros à votre banquier, vous ne dormez plus la nuit. Lorsque vous devez 1 milliard d'euros à votre banquier, c'est lui qui ne dort plus la nuit. absolument. Absolument. C'est la situation actuelle. Donc, si vous avez ça en tête, Tout les c'est clair. événements des 2 derniers mois sont limpides, sont limpides en fait. Il cherche en fait à faire pression, à épouvanter, à Oui, terroriser même parfois ses oui, alliés et dire je vais prendre tel les gains territoriaux par exemple. Donc ça oui, c'est de oui, l'enfumage. complètement. Mais ça fonctionne. Vous savez, le Danemark est terrorisé. Il avait dit d'entrée de toute façon, hein, qu'il était encore candidat, il avait expliqué on sera impitoyable avec ceux qui veulent remettre en cause les transactions en dollars. Hein. Oui, oui. Il l'avait dit. Hein. Mais le problème n'est pas la remise en cause des transactions en dollars, parce que les personnes, en fait, ne veulent créer de nouvelles monnaies pour remplacer le dollar. Le problème, c'est que le dollar avait été imposé comme monnaie de transaction pour tous les échanges internationaux. Et maintenant, on commence à faire les transactions dans les monnaies nationales des pays qui vendent et qui achètent. Et alors, comment expliquer par rapport à ce que vous venez de dire, les monnaies électroniques, les bitcoins qui sont aujourd'hui en cours, Trump ayant lui-même d'ailleurs lancé sa propre monnaie. Comment est-ce que tout ça peut devenir compatible? Si tout ça est fixé au dollar, ça devient compatible, mais uniquement si c'est fixé au dollar. Ah oui.
Ben oui, et là, si on arrime en effet toute cette finance au dollar, là, on garantit une espérance de vie très allongée au dollar. Eh oui. On rend encore moins compte de ça. Sachant que voilà, vous avez des pays qui doivent réfléchir. En plus, je crois que vous écrivez dans votre article le pourcentage de la dette détenue par l'étranger n'est pas si considérable que ça aux États-Unis. Oui, Hein, c'est oui. ça. Ce sont surtout des créanciers des États-Unis même. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas le cas en France, hein. Non. Mais en France, vous ne pouvez pas savoir quels sont les pays auxquels nous avons emprunté. C'est un secret d'État. Même les parlementaires, lorsqu'ils posent la question, n'obtiennent pas de réponse. C'est d'ailleurs tout à fait anticonstitutionnel, cette affaire. Oui, oui. Et le fait que justement vous avez peu d'exposition avec l'étranger aux États-Unis fait que le chantage justement est moindre. Vous pouvez moins faire chanter la Chine, la Russie, ou même le Proche-Orient si ils n'ont pas tant de bons au trésor libérés en dollars. Ils pourraient envisager un jour de l'abandonner, de Absolument, vendre. absolument. Pour le moment, c'est surtout les Chinois et les Saoudiens qui ont des bons du trésor des États-Unis. Ouais. Et pour la France, je ne sais pas trop, mais je pense par exemple que le Qatar a beaucoup d'argent investi en France. C'est ce qui explique peut-être aussi la venue de nouveaux candidats pour 2027, semble-t-il, dont un certain Dominique de Villepin, dont on parle de plus en plus. Oui, qui est l'avocat du Qatar. Oui. Mmh, mmh, mmh. Sur le plan, on avait fait une émission, je dirais, sur toute cette espèce de pieuvre issue justement du monde des nazis de la Seconde Guerre mondiale. Oui. On a l'impression aujourd'hui que tout cela se recompose, que chassés pour partie de l'État profond américain, ils viennent se transposer en Europe. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet quand on sait quand même que parfois ça fait froid dans le dos? On voit dans la pratique, dans la façon dont par exemple les Ukrainiens, le gouvernement ukrainien fonctionne, avec un esprit particulièrement retors, la volonté systématiquement de se venger. Le colonel Beau, tiens, hier, pas plus tard qu'hier, dans la matinale, pointait la similitude qu'il y avait entre la façon dont le gouvernement israélien fonctionnait au Proche-Orient avec la façon dont les Ukrainiens fonctionnent en Europe de l'Est, en disant mais il allait même jusqu'à dire c'est les mêmes. Oui, bien sûr, Donc, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la constitution autour des nazis de plusieurs groupes idéologiques qui se sont battus aux côtés des nazis. Donc il y avait d'abord les nationalistes intégraux en Ukraine. Ici, on les connaît comme étant les hommes de Stepan Bandera, mais en fait, Stepan Bandera n'était que l'agent actif de ce groupe. C'était lui qui organisait les massacres, mais ça n'était pas lui le penseur. C'était Donsov, le penseur, Mitro Donsov. Et aucun des écrits de Donsov n'a été traduit dans les langues de l'Europe occidentale. Aucune. Cependant, ce monsieur, il a développé l'idée que les Ukrainiens, les bons Ukrainiens, étaient les descendants des Varegs, des Vikings de Suède. Et il avait comme projet d'anéantir toute la population russe, hommes, femmes et enfants. Donc c'est exactement ce projet que Poroshenko puis Zelensky ont conduit, anéantir la population russe. Pourquoi est-ce qu'ils ont envahi Koursk? Il n'y a aucune raison à ça. Ils continuaient ce qu'ils avaient fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça expliquerait les biolabs, par exemple, dont on sait que dans les biolabs, il y aurait, Jean-Michel Jacquemin à Festin, que nous aurons tout à l'heure, pointe du doigt le fait qu'il y avait peut-être certaines cellules, souches ou certains virus qui justement frapperaient plus certaines populations que d'autres, et dans ces biolabs ukrainiens. Alors, cette histoire d'avoir des virus qui ne touchent que certaines populations,
Ça, c'est un vieux projet qui avait été mené par les Israéliens et l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'est le projet du docteur Bodson. Mais euh, en fait, ça ne débouche sur rien parce que personne n'a jamais réussi à adapter des virus à des, des, des ADN particuliers. Bon. Mais voilà, ça reste un projet que certains médecins continuent à mener. Il faut savoir que les responsables des projets de guerre biologique des nazis ont tous été récupérés par le Pentagone à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont en fait créé le grand laboratoire des États-Unis à Fort Detrick sur sur ce sujet. Et euh, au cours des dernières années, bon, les États-Unis ont signé différents traités et ils ne pouvaient plus continuer ces recherches sur la guerre biologique. Donc ils ont décidé de déplacer leurs recherches biologiques à l'étranger, et principalement en Géorgie et en Ukraine. Donc ça a été organisé par Donald Rumsfeld. Donc personne ne le sait ici, mais le conseiller médical de Donald Rumsfeld, c'était Anthony Fauci. Ah, voilà, Le, toujours les mêmes. Mais oui, c'est la même histoire. Il n'y a aucune. C'est incroyable. Quand vous avez la connaissance de l'histoire de ces choses-là, vous vous rendez compte que c'est la continuité absolue. Il n'y a rien de nouveau dans cette affaire. Et donc, Anthony Fauci, je dis, excusez-moi de faire un aparté comme ça, mais Vous Anthony pouvez. Fauci avait commandé un rapport sur comment il fallait faire s'il y avait une attaque biologique contre les États-Unis. Et la réponse qui lui a été donnée, tout ça s'était fait au sein du Pentagone, c'était que si on veut euh, protéger les États-Unis, il faudra faire comme on fait pour les bases militaires à l'étranger, qui vivent en fait complètement en autarcie, les bases militaires des États-Unis. Ils ne consomment même pas de produits alimentaires du pays dans lequel ils sont, on leur importe tout par avion. Donc, il disait, voilà, on va confiner la population civile. Donc ça n'a jamais existé en médecine, hein, c'est un Ah, non. Je me souviens quand il y a eu le confinement en Europe, moi je cherchais, j'étais en Syrie, je cherchais dans les bibliothèques le- quand est-ce qu'on avait décrété le confinement de La grande personnes peste, malades. peut-être Même éventuellement, pendant la même Grande pas, Peste, et même pas. Ouais. on Non, n'a non. jamais confiné la population saine, absolument jamais. Mais c'était ce que disait ce rapport, et l'auteur de ce rapport est devenu le directeur de la coalition mondiale pour les vaccins. Bah, voilà. Donc c'est lui qui a imposé ça en France et dans d'autres États. Pays. Ouais. Mm. Mais c'est la continuation de la manière de penser de ces gens-là. Donc, revenons à votre question. Pour ce Oui, qui est de l'Ukraine, oui, il y a des laboratoires de guerre biologique qui ont été développés et la société euh, les États-Unis ont créé une société pour faire le lien entre le Pentagone et l'armée ukrainienne. Alors, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur des soldats ukrainiens à leur insu quand même. Ça, ce sont les Russes qui ont découvert ces documents et qui les ont publiés. Mais ce que l'on sait aux États-Unis, c'est que la société qui faisait le lien entre les deux armées était dirigée par un certain Hunter Biden. voilà, c'est tout, bah oui, Donc, évidemment. il y a Celui-là même dont la grâce a été remise en cause par Trump dernièrement, hein, d'ailleurs. Oui, oui, mais voilà. Mais si vous voulez, euh, il y a très peu de gens qui, dans le monde, ont des projets aussi horribles que ça. Mais ils vivent ensemble. Donc, pour l'Ukraine, il y avait les nationalistes intégraux.
Et Dönhoff, leur penseur, est mort après la guerre, officiellement au Canada, probablement aux États-Unis en fait. Mais il faut se rendre compte que cet homme était des organisateurs de la solution finale. Oui. Pendant la guerre mondiale, il avait disparu. En fait, il vivait à Prague, où il était au conseil d'administration de l'Institut Heinrich, l'institut qui a organisé la solution finale. Donc, il aurait dû être parmi les, les, les suspects principaux que l'on aurait amenés au tribunal de Nuremberg, et au lieu de ça, il était récupéré par la CIA. Donc, il y avait ces gens-là, et pour Israël, alors à l'époque c'était la, la Palestine mandataire, la Palestine anglaise, il y avait dans la Palestine mandataire un groupe de fascistes, les sionistes révisionnistes, qu'il ne faut pas Ouais. confondre avec les sionistes tout court, c'est deux choses complètement différentes. Les sionistes révisionnistes, c'était des fascistes. Ils étaient autour de Jabotinsky et ils avaient créé leur milice dans l'Italie fasciste sous le haut patronage de Benito Mussolini. Donc, ces gens-là, ils se sont installés au début de la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis parce que les États-Unis étaient un pays neutre jusqu'en 1942. Pendant 2 ans, ça a été un pays neutre. Bien sûr. Donc eux, ils sont allés aux États-Unis et Jabotinsky s'y est installé avec son secrétaire particulier, Benson Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. C'est la même histoire. Vous savez, il y a pas de Le mystère. monde est petit, hein. Euh, Jamais les autres Israéliens n'auraient pu commettre le massacre auquel on a assisté à Gaza et auquel on assiste encore à Gaza. Mais ces gens-là, oui, pour eux, c'est pas grand-chose. Et il y a un troisième groupe Oui. il y a même deux autres groupes. Il y a un troisième groupe aux États-Unis qui est les adeptes de Léo Strauss. Donc lui, Je te retiens, ouais. voilà, c'était un vrai nazi, mais il était juif, donc il ne pouvait pas vivre dans l'Allemagne nazie, et il est allé d'abord en France, en Angleterre, puis aux États-Unis. Il a formé, euh, en tant que fasciste, il a formé différentes personnes, dont Paul Wolfowitz, qui était l'adjoint de Donald Rumsfeld, donc pendant le début des guerres après le 11 septembre. Ouais. Voilà, et ces gens-là ont continué aux, aux États-Unis avec Madame Victoria Nuland, qui a organisé le coup d'État de 2014 Maïdan. en Ukraine, à Maïdan, oui. Et alors ça, c'est très bizarre, est rentré dans ce groupe le secrétaire d'État de Joe Biden, vraiment, je ne sais Anthony pas pourquoi, Blinken. Anthony Blinken, qui lui venait tout à fait d'ailleurs. Son père était un grand avocat international qui a survécu à la solution finale et n'avait pas du tout ces idées-là. Donc comment est-il devenu straussien? Ça, je n'en sais rien. Euh, et vous avez encore un autre groupe qui est en- au Japon, avec les derniers premiers ministres japonais qui en sont membres. Ça aussi, comment ces gens-là peuvent être au pouvoir au Japon, c'est franchement inimaginable, mais ils y sont. Et ils vont régulièrement honorer les criminels de guerre japonais. Il y a un temple Shinto qui leur est dédié. Voilà. Et
Bon, eh ben, en tout cas, ça permet de voir cette espèce de pieuvre tentaculaire et de ses différentes ramifications. Et que si on en coupe une patte ou une tentacule, ça repousse ailleurs, ou en tout cas, il y en a suffisamment Oui, pour la il faut stabilité couper les générale. quatre pattes. Il faut couper les quatre pattes. Il faut être bien conscient que nous entretenons ces gens-là depuis 80 ans. La guerre mondiale ne s'est jamais terminée. Jamais. Et Oui, étrangement, aujourd'hui, ce sont les gens que nous avons vaincus qui nous gouvernent. nous sommes sur finalement, plutôt que de nous interroger sur quand va arriver la Troisième Guerre mondiale, il faudrait peut-être se poser la question de savoir quand la Seconde Guerre mondiale va finir, si je Oui, résume bien. absolument. Nous ne l'avons pas terminée. Je ne dis pas qu'il faut euh, emprisonner tous ces gens-là, je dis qu'il faut les retirer de la vie politique. Du système et du fonctionnement général des Mm. nations. Bien sûr. Et des organismes. D'ailleurs, le multilatéralisme, bon, pas le multilatéralisme, juste, enfin si, le multilatéralisme, les grandes organisations internationales, de l'OMS jusqu'à l'ONU, sont des moyens extraordinaires pour ces mafias transnationales de se perpétuer. Alors, ces gens-là ont investi ces institutions. Alors, je pense que quand vous m'aviez reçu, j'ai raconté que au siège de l'OMS, vous avez une statue de Sasakawa, le criminel absolu du Japon. Voilà, il a sa statue à l'OMS. C'est impensable. Et son fils est aujourd'hui un des grands donateurs de l'OMS. Bon, alors voilà, et ces gens-là, après, ils ont organisé des campagnes de vaccination en Afrique et ils ont introduit dans les vaccins qui étaient distribués par l'OMS et par l'UNICEF, ils ont introduit de quoi stériliser ces populations. Bon, bah. Alors, Et Thierry pour l'ONU, c'est pareil, hein. Pour les Nations Unies, c'est pareil. Vous savez que la guerre contre la Syrie a été organisée depuis New York et pas depuis Washington, hein. ouais. Euh, Thierry Messant, j'aimerais qu'on aille justement qu'on se transporte maintenant vers ce territoire sur le Proche-Orient, sur le Moyen-Orient, sur l'Iran, puisque est-ce que c'est la prochaine guerre? On a l'impression que quand même celle-ci, celle en Ukraine, peut-être va s'achever, mais maintenant il y a dans le collimateur l'Iran, dont je rappelle que vous avez conseillé un des anciens présidents. Oui, oui. Donc est-ce que vous pouvez nous faire l'analyse de la situation en cours, sachant qu'il y aurait un ultimatum de 2 mois que Trump. Alors, est-ce qu'on est à nouveau dans des gesticulations comme dans la première partie de cet échange, ou bien est-ce que là, il y a une réelle menace sur le régime iranien? Oui, mais la menace n'est pas celle que l'on croit. Mhm. La menace, c'est que les sionistes révisionnistes de Benjamin Netanyahou veulent détruire l'Iran. C'est un vieux projet qu'ils ont. Alors pourquoi ça? Il n'y a que ça concerne, parce que ça n'a, à mon sens, ça ne Aucun repose intérêt. sur rien, ça n'a aucun intérêt. Mais ils veulent détruire l'Iran, et donc, au cours des années, ils ont inventé l'histoire de la bombe atomique iranienne. Donc, euh, elle sera prête demain matin à 8h30. Si nous n'intervenons pas, et il faut absolument intervenir. Ça fait des années qu'ils racontent que ça va être demain matin à 8h30, hein. Donc, ça, c'est absolument stupide. Et il faut bien savoir, euh, si vous vivez en Iran, que en Iran, il n'est pas question d'avoir des armes de destruction massive. Euh, Oui, oui. L'ayatollah Khomeini a écrit une fatwa en disant que c'était absolument contraire à sa conception de l'islam et que il n'était pas question que les Iraniens fassent ça. Et il l'a écrit dans une situation particulière puisque l'Irak venait d'envoyer des missiles qui avaient causé des dommages considérables dans la population civile. Et il avait dit, ben, Oui. nous ne répondrons pas avec les mêmes armes.
et nous nous interdisons toutes les armes de destruction massive. Voilà. Et à partir de ça, c'était en 88, il n'y a plus jamais eu de programme militaire nucléaire, alors que le Shah d'Iran en avait un avec les Européens, avec la France même. Et le Shah d'Iran préparait la bombe atomique avec la France. Mais, c'est ça. Bah oui, oui, bien sûr, on s'en mais la souvient. Oui. République islamique n'en veut pas. Donc ça, je le répète parce qu'il faut le répéter constamment, personne ne veut le Alors comprendre. pourquoi cet enrichissement? Parce qu'on donc on les soupçonne, on les accuse quand même d'enrichir de l'uranium dans des quantités permettant la masse critique. D'abord, on ne les accuse pas, c'est eux qui le revendiquent. Bon. Donc, il y a eu un accord qui a été signé à 5+1, c'est-à-dire les 5 puissances du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Ouais. Et cet accord disait qu'il n'y aurait pas de bombe atomique iranienne. Bon, ça leur coûtait rien de dire ça puisqu'ils s'y étaient déjà engagés à ça. Mais cet accord qui a été négocié à Lausanne a été mis entre parenthèses pendant 1 an. Entre la discussion à 5+1 et la signature de l'accord, il y a eu 1 an et demi même. Pendant cette année et demie, John Kerry, qui était le secrétaire d'État d'Obama, en fait, John Kerry Oui. a discuté avec les Iraniens et ils se sont partagés le grand Moyen-Orient. Voilà. Il y a eu des accords dont on ne connaît pas vraiment tous les tenants, les aboutissants. Hein. Cet accord est resté secret. Mais lorsque Donald Trump est venu au pouvoir pour son premier mandat, il a déchiré ces accords. Et avec eux, il a déchiré les conséquences de l'accord 5+1. Alors, il y avait notamment la question de la restitution de ce qui avait été confisqué par les États-Unis. Donc c'est des milliards de dollars qui sont indispensables à l'économie iranienne. Et Donald Trump a renforcé les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Je rappelle, ce ne sont pas des sanctions, c'est en fait un blocus, c'est un siège qui est fait contre l'Iran pour affamer la population iranienne. C'est la même chose qui a été fait contre la Syrie et la même chose qui a été fait contre l'Irak. Et lorsque les gens sont épuisés, on peut leur donner une pichenette et le régime s'effondre. Donc, on a vu ça en Irak, on a vu ça en Syrie, et maintenant vient le tour de l'Iran. Oui. Si les sionistes révisionnistes arrivent à lancer une guerre contre l'Iran, l'Iran sera instantanément renversé. Mais pour ça, il leur faut des hommes au sol. Et évidemment, vous n'allez pas envoyer l'armée israélienne qui est déjà complètement épuisée faire une guerre en Iran. Donc, les seuls mercenaires qu'ils peuvent envoyer, ce sont les mercenaires kurdes qui avaient été utilisés par les États-Unis en Syrie. Avec lequel il semblerait que le régime actuel djihadiste en Syrie ait contracté un accord aux grandes dames de la Turquie, d'ailleurs, d'Erdogan. Et oui, donc l'intérêt d'Erdogan est de renvoyer ces mercenaires kurdes un peu plus loin. Et un peu plus loin, c'est exclusivement en Iran, puisque les Kurdes, vous savez, c'est une population qui est à la fois en Turquie, c'est là où ils sont principalement, mais aussi un peu en Syrie et un peu en Iran. Alors je rappelle que ceux qui sont en Syrie ne sont en Syrie que depuis les années 80, ils n'y étaient pas avant. Alors qu'en Iran, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps.
Bon, donc je dis ça parce qu'il n'y a pas de raison historique d'avoir un Kurdistan en, en Syrie. Il n'y en a pas non plus de Kurdistan euh, en Iran. Le seul endroit où le Kurdistan devrait exister, c'est en Turquie. Ceci avait été établi à la fin de la Première Guerre mondiale, quand il y a eu la commission King Crane, qui a été envoyée par les États-Unis, où ils ont euh, regardé tous les Kurdes dans cette région, et ils ont dit ça ne peut être qu'en Turquie. Et il ne faut surtout pas que ça ait lieu ailleurs, parce que les Kurdes sont des combattants assez exceptionnels, mais ce sont aussi des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité terribles, puisque ce sont eux qui ont effectué pour le compte de l'Empire ottoman le massacre des chrétiens pontiques et des Arméniens. Voilà. Non. Petite parenthèse, mais revenons à votre question. Sur l'Iran. Donc, le, le fait d'attaquer l'Iran est aujourd'hui l'obsession première de Benjamin Netanyahou. C'est sûr. Mais ce n'est pas ce que je veux Donald Trump, qui lui veut substituer le commerce à la guerre. Donc ça, c'est son grand mantra, le commerce à la guerre, parce que ça n'est ni un républicain ni un démocrate, c'est un jacksonien. Il se réclame du président Andrew Jackson au XIXe siècle, qui a arrêté, c'est le seul autre président avec lui qui n'a jamais fait de guerre à l'extérieur. Il en a fait à l'intérieur contre les Indiens, mais jamais à l'extérieur. Donc, le président Trump veut régler le problème iranien comme il a réglé le problème ukrainien. Il a proposé à l'Iran de négocier, mais compte tenu de ce qui avait précédé, où il a déchiré les accords secrets qui avaient été conclus avec Obama, les Iraniens ont paniqué. Voilà. Ils se sont dit, il va nous écraser. Non, ils n'ont pas compris qui était Donald Trump. Pas plus qu'ici, les gens comprennent qui est Donald Trump. Voilà. Donc actuellement en Iran, il y a deux tendances. Il faut négocier ou pas négocier. Le problème, c'est que les gens qui veulent négocier, c'est ceux qui avaient négocié avec Obama. Et c'est évidemment tout à fait autre chose qu'on leur propose. Mais les Iraniens, c'est un peuple de marchands. C'est des marchands de tapis, les Iraniens. Évidemment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, ben bien sûr, les tapis. Oui, oui. Donc, ils ont toutes les raisons de s'entendre avec Trump. Oui, ils devraient s'entendre avec Trump. Il faut qu'ils commencent à négocier. Alors, peut-être ont-ils commencé à négocier à Oman, mais je n'en suis pas sûr. Enfin, ça s'agite dans cette direction. Le guide de la Révolution dit que si on négocie, on n'arrivera à rien et que les États-Unis, c'est le grand Satan, ce sont des gens qui montent toujours. Bon, oui, avec lequel on ne peut pas s'entendre parce que de toute façon, ils ne respecteront même pas les accords. On rappelle d'ailleurs que ce sont les Américains qui se sont retirés de l'accord dont vous parliez précédemment de façon unilatérale. C'est Donald Trump, dans son premier mandat, qui s'est retiré de ça. Mais il s'est retiré de ces accords parce que c'était les accords conclus par Obama selon une autre logique et que ces accords n'ont jamais été rendus publics, n'ont jamais été ratifiés par le Congrès. Donc il pouvait se retirer de ces accords. Voilà. Donc, il faut comprendre la logique de chacun. Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, la situation au Proche-Orient fait que les pays étant éliminés les uns après les autres, ceux qui sont et qui vont se disputer les lambeaux, ce sont les Turcs d'Erdogan et évidemment les Israéliens. Oui. Et en fait, il n'y a plus personne d'autre qui puisse... Alors, les Iraniens ont toujours une influence au Yémen avec Ansar Allah,
les gens qu'on appelle les Houthis ici, mais c'est c'est ça. un mot péjoratif. Ça veut dire la bande de Monsieur Houthi, hein. C'est quand on discute avec des gens, on les appelle par leur nom, on les appelle pas de cette manière. C'est donc Ansar Allah. Oui, qui ont été frappés durement, semble-t-il, par les destroyers américains présents dans la région avec des frappes lourdes. Alors là aussi, il faut comprendre, euh, le Donald Trump a dit qu'il ne ferait pas de guerre, et pourtant il vient de donner instruction au Pentagone de bombarder le Yémen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Yéménites, la semaine dernière, ont repris leurs attaques contre les navires israéliens en mer Rouge. Et donc les États-Unis disent, si vous reprenez les hostilités en mer Rouge, eh ben nous les reprenons aussi. Donc c'est pour vous dire, allez, arrêtez, quoi. Mais il n'a évidemment pas l'intention de se lancer dans une nouvelle guerre au Yémen. Il veut juste que euh, la reprise de la guerre au Yémen, ça s'arrête. De même que ça doit s'arrêter à Gaza et ça doit s'arrêter au Liban. Parce que ça continue à Gaza et ça continue au Liban. Oui. Voilà. Et ça continue même en Syrie un peu. Enfin bon, c'est surtout au Liban et à Gaza. Bien. Thierry Messant, peut-être arriver vers une conclusion globale de la situation, sachant que donc on peut tirer des parallèles entre ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe en Ukraine, parce qu'une guerre peut chasser l'autre, mais aussi parce que finalement les mêmes méthodes sont employées. Comment estimez-vous là, c'est ce sommet virtuel de Londres sur l'Ukraine, pour l'Ukraine, est-ce que est-ce que ça ne prête qu'à sourire, ou bien il y a réellement une volonté d'embraser le monde toujours chez les Européens? Les Britanniques eux-mêmes sont partagés. Au Foreign Office, vous avez deux groupes. Il y a un groupe qui dit nous devons prendre la succession des États-Unis et conduire l'ensemble des nations occidentales, et on le fera au sujet de l'Ukraine, mais nous savons très bien que nous ne pouvons pas le faire en Ukraine. Donc on les réunit autour de nous à cette occasion-là, et on fera la paix dès que ce sera possible. Ça, c'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui dit non, nous n'avons pas du tout la force pour mener cette coalition, donc nous devons suivre un autre projet et nous devons, au contraire, nous allier avec la Chine. Voilà. Ah, l'alliance Donc avec la Chine, bah oui. oui, Eh oui. vous avez ces deux manières de penser aujourd'hui au Ah bah chez Foreign les Office. Européens aussi, oui, enfin les Européens, les européistes. Je ne veux pas qu'on dise les Européens. Je suis européen, je suis pas Oui, européiste. c'est ça. Et oui, bah, on a l'impression que depuis au moins la crise Covid dont on parlait, hein, c'est les mêmes pratiques, c'est des confinements, ils ont mis le là. On sent qu'il y a derrière. D'ailleurs, juste après à Munich, juste après le discours de J.D. Vance, qui avait été une belle fessée administrée, c'était européen, tout de suite la Chine avait mis des baumes sur les plaies. On sent que la Chine se propose presque comme Oui, futur partenaire. bien sûr, elle le souhaite. Alors, là aussi, il faut voir, vous avez donc les Français et les Anglais qui sont en concurrence pour devenir le nouveau chef taillon du clan occidental. Bon. Mais vous avez aussi euh, l'Union européenne qui veut euh, ce même rôle. Madame Ursula von der Leyen, qui est issue d'une longue famille de nazis, cette dame, elle a le projet de mener les armées européennes. Donc tout ça, ça va se jouer autour de l'OTAN, puisque en fait, cette structure existe toujours, elle est très importante. Elle est le seul instrument qui permette
de réunir les armées occidentales. Mais le problème de l'OTAN, c'est qu'en fait, quasiment la moitié de ses moyens, ce sont les États-Unis. Or, les États-Unis ne veulent pas jouer ce rôle. Donc, on pourrait peut-être prendre des éléments de l'OTAN pour continuer, mais comment on va faire le divorce? On va se partager les petites cuillères? Enfin, je ne sais pas. Oui. C'est un projet qui me paraît très, très difficile à mener, très, très difficile. Donc, je pense qu'en fait, le réarmement dont tout le monde parle, ce réarmement n'aura pas vraiment lieu. En tout cas, pas de la manière dont on nous le présente aujourd'hui. Très bien. Eh ben, écoutez, on sera heureux de vous avoir à nouveau quand on en saura un petit peu plus, justement, aussi sur ce sujet et puis sur tous ces sujets dans le monde. L'actualité ne manque pas actuellement, mon cher Thierry Meyssan. Et donc, il est nécessaire, vous faites partie de ces éclairages particuliers, spécifiques, qui nous permettent de mieux comprendre la situation et de se faire un peu moins embobiner par la propagande officielle, occidentaliste et mondialiste. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Thierry. Eh bien, à très bientôt. On est content de vous avoir eu. On rappelle, voilà, le réseau Voltaire. Et vous avez tous les articles, toutes les réflexions, toutes les analyses de Thierry Meyssan. C'est en plus gratuit, si je ne m'abuse. Oui. Donc, c'est une source libre, ouverte. Et ça nous permet justement d'avoir une analyse qui... Si vous consultez ce site, ça fait 30 ans que j'ai créé ça en 94. Donc vous avez un très grand nombre d'articles et de documents sur ce site. C'est une sorte d'encyclopédie. Vous pouvez chercher là-dessus pendant très longtemps et découvrir beaucoup de choses. Voilà. Belle banque de données. Beaucoup de choses. Il faut être curieux, avoir un peu de temps ou prendre une journée et puis aller fouiller, creuser. Je pense qu'en effet, c'est absolument nécessaire de le faire dès qu'on peut. Ça explique beaucoup de choses actuellement. Merci beaucoup Thierry Meyssan et à très bientôt donc sur Géopolitique Profonde. Merci encore. À bientôt.